Shortly after 5 p.m. this evening, the Connecticut State Police, Western District of the Major Crime, located the remains of a human secret within a wall inside the building at number 10 Amistad Street. Salut les amis, c'est Kensho, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui est particulièrement dérangeante de par la nature des faits, mais vous allez voir que le procédé qui a poussé Annie Lee à finir encastrée entre deux murs le jour de son mariage est très loin de ce que vous pouvez imaginer. Voyons ensemble aujourd'hui l'effroyable affaire d'Annie Lee. Annie Lee est née le 3 juillet 1985 à San José en Californie. Elle a grandi au sein d'une grande famille aimante et était décrite comme une fille joviale, toujours prête à aider autrui et qui avait des rêves plein la tête. À côté de ça, Annie était aussi une excellente élève qui avait même fini major de promo dans son lycée et qui avait aussi eu le privilège de recevoir le titre de la future Einstein. Cet excellent parcours scolaire va lui permettre d'obtenir une bourse d'une valeur de 160 000 $, bourse qui lui permettra de rentrer à l'université de Rochester à New York, et ce afin d'y étudier la biologie du développement cellulaire. Et c'est aussi au sein de cette université qu'elle tomba amoureuse d'un certain Jonathan Widowski, un élève lui aussi extrêmement brillant, spécialisé dans la physique ainsi que les maths. Après quelques temps ensemble, le couple va se fiancer et se mettront alors à préparer leur mariage. Celui-ci était prévu pour le 13 septembre 2009, mais malheureusement, Annie ne verra jamais ce jour arriver. Après plusieurs années d'études, le couple va décider d'entamer un doctorat. Jonathan, lui, décide de partir à l'université de Columbia, tandis qu'Annie, elle, fut acceptée à l'université de Yale en 2007 pour y entreprendre des études en pharmacologie. Le principal sujet d'étude d'Annie concernait des enzymes qui permettaient de traiter des maladies comme le cancer, la dystrophie musculaire ou encore le diabète. Annie était aussi extrêmement dévouée dans la vie associative de son campus et avait même rédigé un article pour le journal de son université intitulé Crime et sécurité. Dans cet article, Annie avait eu l'occasion d'interroger le chef de la police de Yale concernant les bonnes pratiques à adopter afin d'éviter de finir en tant que victime. Mais Annie était très loin de s'imaginer qu'elle sera la suivante sur la liste. On est le mardi 8 septembre 2009. Ce jour-là, Annie quitte son appartement un peu plus tôt, prend les transports en commun et se rend à son cabinet médical situé dans la section biologie de son campus. Elle est aperçue dans les parages jusqu'aux alentours de 10 h du matin. Puis après cela, elle est aperçue se rendant dans un autre building situé dans le même campus, où son laboratoire de recherche était localisé. Les caméras de vidéosurveillance vont la filmer en train de pénétrer dans le bâtiment, mais jamais elle n'en sortira. Aux alentours de l'après-midi, l'un des colocataires d'Annie a commencé à s'inquiéter de ne plus avoir de ses nouvelles. Elle va essayer d'appeler Annie à de nombreuses reprises, sans succès. Craignant le pire, elle va alors signaler la disparition d'Annie à la police, et au début, les policiers vont juste penser à une fugue. Annie avait peut-être décidé de ne plus vouloir se marier, mais tout cela n'avait aucun sens, puisque son portefeuille, ses cartes de crédit ainsi que son téléphone était toujours présente dans son cabinet et que si elle comptait vraiment fuguer, elle serait partie avec. De plus, les amis d'Annie savaient qu'elle était excitée à l'idée de se marier et donc qu'il était impossible qu'elle ait pris la fuite. Annie has been planning this wedding for over a year with John, and she was very excited. She's been doing a countdown to her wedding day, and she was doing weather patterns to make sure that the weather would be perfect on her wedding day, and Annie was very, very excited about this day. Alors que les policiers sont déjà au pas de course afin de mener l'enquête, ils obtiennent rapidement les images de vidéosurveillance qui la montrent en train de rentrer dans le bâtiment sans jamais y ressortir. Mais les enquêteurs, eux, ne vont pas s'arrêter ici. Ils vont continuer à visionner les images de vidéosurveillance et s'apercevoir que 3 heures après qu'Annie soit rentrée dans le bâtiment, une alarme incendie sera déclenchée, obligeant toutes les personnes à quitter le bâtiment. Mais là, toujours aucun signe d'Annie. Le bâtiment sera rapidement mis sous scellé et une enquête minutieuse sera effectuée afin de retrouver un quelconque indice
qui puisse permettre de retrouver Annie. Après environ 4 jours de recherche intensive, les enquêteurs vont mettre la main sur un premier indice. Un t-shirt vert maculé de sang, similaire à celui qu'Annie portait le jour de sa disparition, avait été retrouvé dans le faux plafond juste devant le laboratoire de recherche où Annie travaillait. En parallèle de tout cela, ils retrouveront aussi des gants en latex, une chaussette ainsi que des bottes avec marqué dessus Ray C. Les enquêteurs vont aussi retrouver des traces de sang dans le laboratoire où travaillait Annie, traces qui ont vraisemblablement été effacées intentionnellement par le tueur. Mais malgré tout cela, aucune trace de la jeune femme. Le 13 septembre 2009, soit le jour où Annie était censée se marier, l'un des enquêteurs va remarquer une odeur nauséabonde provenant du sous-sol, là où le laboratoire d'Annie se situait. Un chien spécialement entraîné à reconnaître l'odeur de cadavre sera alors emmené sur les lieux afin de mener des recherches. Et aux alentours de 17 h, même heure où Annie était supposée s'unir pour la vie avec son fiancé, son corps ensanglanté sera retrouvé encastré dans un mur totalement à l'envers dans le laboratoire où elle travaillait. L'expertise médico-légale qui sera pratiquée sur le corps montrera qu'Annie avait été asphyxiée des suites d'une compression sur son cou. Il sera aussi révélé plus tard que le tueur avait volontairement brisé les os d'Annie situé au niveau de ses épaules, et ce afin de pouvoir insérer le corps à travers une trappe située sur le mur, trappe qui fait à peine la taille d'un écran d'ordinateur. Mais le pire dans tout cela, c'est que les traces révéleront qu'Annie avait été aussi abusée sexuellement avant de se faire tuer. Vous vous imaginez, cette nouvelle va totalement choquer la communauté de Yale qui ne s'imaginait pas qu'un acte aussi horrible puisse avoir eu lieu au sein de l'université la plus prestigieuse de la ville. It's a very sad thing to have happen here at the university, so sorry. I certainly didn't think it would end in the way that it did. I think it's just incredibly gruesome. Alors que ce jour aurait dû être le jour le plus heureux du couple, celui-ci s'est soldé par une terrible nouvelle. Une nouvelle qui viendra bien évidemment briser la famille du couple, mais surtout Jonathan, qui au lieu de célébrer son mariage, doit à présent préparer les funérailles de sa fiancée. Les funérailles d'Annie seront retransmises en direct sur internet et rassemblera plus de 600 personnes. We're supposed to share the happiness of our children. John, even now, Annie is gone, but I still have you and love you very much, like my son, Christopher. I think that I speak on behalf of all of us gathered here when I say that I will never fully understand why this has happened, or what happened to my sister. En parallèle des funérailles, les enquêteurs avaient mis les bouchées doubles afin de mettre la main sur le tueur. Et au bout de quelques jours seulement, ils mettront la main sur un coupable. 4 days after police discovered her body, there's been an arrest in the murder of Yale grad student Annie Lay. Police arrested a man who worked with her in the lab where her body was found. 24-year-old Raymond Clark III stood before a judge in a New Haven courtroom accused of murdering Yale grad student Annie Lay. He was pale as the judge imposed $3 million bail. Clark was arrested this morning at a motel where he spent the night under heavy police watch. Qui était donc ce certain Raymond Clark et surtout, que faisait-il dans le laboratoire où travaillait Annie? Raymond, aussi appelé Ray, était un garçon assez discret, mais tout de même assez populaire, puisqu'il jouait au sein du club de baseball de son lycée et qu'il effectuait différentes maraudes afin de venir en aide aux sans-abri. En 2004, Ray a commencé à travailler au sein du campus de Yale en tant que technicien de laboratoire. Et selon les dires de son superviseur, il n'avait jamais eu aucun souci avec Ray. His supervisor reports that nothing in the history of his employment here gave any indication that his involvement in such a crime might be possible. En réalité, les enquêteurs soupçonnaient déjà Ray bien avant la découverte du corps, puisqu'au travers des images de vidéosurveillance qu'ils avaient analysées pendant des heures, ils avaient remarqué que Ray avait nettoyé à
plusieurs reprises le laboratoire de recherche où travaillait Annie, alors que celui-ci avait déjà été nettoyé. Lorsque Ray se fera interroger, il dira aux enquêteurs qu'il avait vu Annie pour la dernière fois le 8 septembre aux alentours de 12h45 et qu'après cela, il n'est plus rentré en contact avec elle. Lors de son premier interrogatoire, les policiers vont aussi remarquer que Ray avait des sortes de griffures sur le visage et sur l'épaule gauche, et lorsqu'on lui posera des questions par rapport à ça, il répondra tout simplement qu'il s'était fait greffer par l'un de ses chats. Vous le voyez venir, ce fameux test ADN. Eh bien oui, les enquêteurs vont demander à Ray de leur fournir son ADN afin de le comparer avec ceux retrouvés sur la scène de crime. Et là, bingo, son ADN venait de matcher avec plus de 250 pièces à conviction, incluant bien entendu celles retrouvées près du corps d'Annie. Les enquêteurs vont aussi découvrir que Ray était l'unique personne qui était présent avec Annie ce matin-là et que c'était lui aussi qui avait accidentellement activé l'alarme à incendie lorsqu'il essayait d'effacer ses preuves. Finalement, lors d'une fouille effectuée dans son appartement, les policiers vont retrouver des traces de sang appartenant à Annie. Après avoir rassemblé toutes les preuves nécessaires, Ray sera arrêté sur le champ pour le meurtre d'Annie. Mais alors, quel était son motif et pourquoi avoir commis un crime aussi atroce? Malgré le fait que Ray n'ait jamais donné une quelconque raison par rapport à son acte, certaines théories ont commencé à faire leur apparition. La première laisserait penser qu'Annie ainsi que Ray avaient une liaison amoureuse ensemble et que quelques jours avant son mariage, elle aurait décidé de le quitter. Et là, fou de rage, Ray aurait alors décidé de l'éliminer. Cette théorie a beaucoup fait parler puisque l'ex-petite amie de Ray, avec qui il était au lycée, explique que lorsqu'elle a essayé de rompre avec lui, ce dernier se serait alors mis dans une colère noire. I realized that I didn't want to be in this type of relationship anymore, that I wanted it to be over. And when you told him this, what? He didn't want it to be over. I took the steps that I thought would be the best way to handle it, and I went through the school and I went through the police. Cette théorie se révélera rapidement être fausse puisque les amis les plus proches d'Annie savaient qu'elle ne ferait pas une telle chose. Elle était une fille sincère, droite et n'aurait jamais entrepris une telle aventure. La deuxième théorie veut que Ray ait eu des sentiments pour Annie, mais que cette dernière aurait refusé ses avances, poussant Ray à la tuer. Il sera découvert plus tard que le jour du meurtre, Ray avait envoyé un SMS le matin même à Annie, l'invitant à le rejoindre dans le laboratoire. You know, the only person that really truly knows the motive in this crime is the suspect. What made him do what he did, and we may not know till trial, or we may never know. Malgré les preuves évidentes à son encontre, Ray va au début plaider non coupable pour ses actes. Mais plus tard, il décidera de plaider coupable en l'échange de 44 ans de prison au lieu de 60. Et lors de sa libération, il sera alors âgé de 68 ans. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de sa condamnation et surtout les théories concernant le motif de son crime? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous lire. Sur ce les amis, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho, bye.